Et c'est le moment de retourner en arrière pour revisiter les jeux de l'an passé. Puis l'an passé, il y en avait pas mal. Bonjour amis de l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment Throwback du mois d'août 2023. Alors oui, 2023, c'est le but du segment. Je retourne un an en arrière, revisiter les jeux que j'ai acquis avec un peu de recul. Parce que vous le savez, bon, on reçoit un jeu souvent tout nouveau, tout beau, mais qu'en est-il en se donnant un petit peu le temps de méditer sur ces acquisitions-là? Et le mois d'août a été un mois particulièrement rempli pour moi parce que l'an dernier, je suis allé à Gen Con. Donc, malheureusement, nous ne sommes pas allés cette année en espérant l'année prochaine de refaire l'expérience parce que ça a été vraiment un super voyage. Mais ça nous avait permis de pouvoir rencontrer beaucoup de gens et également recevoir quelques jeux. Donc, aujourd'hui, je vous parle d'une tonne de jeux que j'avais acquis, que ce soit des jeux que j'ai achetés, des jeux que j'ai reçus des compagnies ou simplement des jeux que j'ai échangés avec d'autres personnes parce que habituellement, j'aime ça faire une belle rotation de ma collection. Ça fait en sorte de donner un petit roulement comme ça. Donc, beaucoup de jeux à vous parler et je commence immédiatement avec les jeux qui ne font plus partie de ma collection. Donc, comme je vous expliquais, souvent, si un jeu ne fait plus partie de ma collection, c'est peut-être parce que j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Peut-être aussi que, bon, à un moment donné, il faut faire du roulement, faire rouler les jeux. Je ne peux pas juste les accumuler. Déjà, ils s'accumulent un peu partout. Donc, des fois, ben, il faut faire un peu de place ou simplement des jeux que mes amis auraient particulièrement appréciés. Alors, je commence avec un petit jeu qui s'appelle Race to the Raft. Alors, Race to the Raft est un jeu dans l'univers de l'île des chats. Alors, c'est un jeu de polyomino. Alors, c'est un jeu coopératif cette fois-ci où on va devoir tenter de sauver les chats. Alors, il y a un brasier qui brûle. Alors, il y a des polyomino de feu qui vont se placer sur le plateau de jeu et on doit réussir à évacuer les chats. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu avec des puzzles. Donc, on a plusieurs scénarios et là, il y en a vraiment beaucoup. C'est des placements, des setups de départ, donc des mises en place de départ avec différents buts, différents ordres de chats dans lesquels on va devoir les rentrer. Et la manière ça fonctionne, c'est qu'on va avoir des tuiles qu'on va placer. Alors, on va piger des cartes, en fait, et on va les placer sur le plateau de jeu. Donc, c'est un plateau quadrillé. Et on va devoir tenter d'aligner les différents types de terrains. Parce que lorsqu'on va jouer une certaine carte avec un type de terrain, on va pouvoir déplacer le chat. Et là, on va déplacer le chat selon les terrains qui vont être de la bonne sorte. Donc, ça va être une espèce de petit puzzle. On place des cartes, on change les sortes de terrains comme ça ici. Et à chaque tour, on va rajouter des tuiles, donc des gros polyomino, alors qui représentent les flammes. Et ils vont se placer. Donc, ça va venir bloquer de plus en plus le plateau. Et plus ça va aller, plus ça va se restreindre et on va être limité dans nos options. Donc, un jeu coopératif que j'avais trouvé très intéressant, beaucoup de possibilités, beaucoup de scénarios. J'avais trouvé ça sympathique, j'ai joué, j'ai même rejoué un peu et finalement, bon, celui-là, j'ai fini par le vendre. Je continue avec un jeu qui s'appelle Legendary Encounters Matrix. Je sais pas pour vous, moi, j'adore l'univers de la Matrice. Alors, c'est une série de films, en fait. On s'entend, le premier était vraiment meilleur, mais bon. Donc, c'est une série de films qui ont été très populaires et qu'il n'y a pas énormément de jeux. En fait, il n'y a pratiquement pas de jeux qui prennent l'univers de la Matrice. Donc, quand j'ai vu le concept de Legendary Encounters arriver, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Legendary est un deck builder coopératif qui commence à se faire un petit peu vieux. Ils ont produit énormément de jeux. Là, il y a Marvel, il y a eu également Predator, il y a eu Buffy, il y a eu Firefly. En tout cas, il y en a eu une tonne comme ça ici. Et le concept de Encounters est intéressant parce qu'il reprend les scénarios. Donc, dans Legendary Encounters Matrix, on reprend les scénarios des différents films. Donc, on a vraiment droit à des cartes et des éléments qui sont très propres. Donc, des scènes clés qui vont être très importantes. Donc, j'ai beaucoup aimé le jeu. C'est un univers que j'aime, mais j'ai énormément de Legendary dans ma collection. J'ai une grosse collection de Legendary Marvel que je ne joue pas assez souvent. Donc, d'avoir le même jeu, mais avec un autre thème différent. Là, j'ai fait quand même quelques scénarios, mais j'ai fini par le vendre à un ami qui était très intéressé parce qu'il aimait énormément la Matrice. Et je dirais que c'est ça, je pense que c'est un jeu que ne pas avoir eu de Legendary dans ma collection, je l'aurais probablement conservé parce que le concept de Encounters est vraiment mieux pensé si on veut que Legendary de base, mais ça reste un deck builder qui se fait un peu vieillot. Je pense que ils n'ont pas vraiment mis à jour leurs produits. Ça fonctionne quand même bien, c'est toujours le fun, mais je pense que c'est ça. Hein, j'avais l'impression d'avoir fait que c'était pas nécessaire pour moi de le conserver.
Je continue avec un jeu qui s'appelle Big Boss. Alors, Big Boss est un jeu qui était sorti il y a déjà plusieurs années, je pense en 94, 95, quelque chose comme ça, qui reprenait à la base une espèce de off-shot de Acquire. Et là, j'ai découvert Acquire il n'y a pas si longtemps que ça, un jeu de marché où on va avoir des chaînes hôtelières. Donc, dans Big Boss, on a un peu le même concept. Donc, ça prend beaucoup d'éléments de Acquire. Et ça le fait un peu différemment. Là, au lieu d'avoir un grand plateau comme avec des tuiles numérotées, là, on a un plateau qui se passe tout sur le long. Et là, ça va être les agencements qu'on va faire. Ça va être pour les cases qui sont avant et après. Et malheureusement, je suis content qu'il est ressorti cette année parce que le jeu avait une distribution très limitée dans le temps. Mais on le compare beaucoup à Acquire parce que oui, le jeu est vraiment issu d'Acquire. C'est vraiment ils ont décidé de prendre Acquire, le concept d'Acquire et d'essayer quelque chose de différent. Mais Acquire le fait vraiment mieux. Fait que j'étais un peu déçu, par exemple. J'aurais voulu vraiment l'aimer. Mais Big Boss, j'ai trouvé ça correct. C'était pas mauvais, mais si on me donne l'occasion de jouer en Big Boss puis Acquire, la réponse était simple. Je vais jouer à Acquire. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne fait plus partie de ma collection. Je continue avec Age of Wonders Planetfall. Alors, Age of Wonders Planetfall est un jeu de draft dans lequel on va devoir se construire une civilisation. Ça se voudrait le thème de dire que c'est un 4X, là, vous savez, là, bon, un jeu d'exploration, de civilisation, de développement de technologie, de combat, de plein de choses. Mais j'ai trouvé ça ordinaire. Donc, premièrement, je sais, c'est issu d'une série de jeux vidéo que je ne connais pas. Donc, si vous êtes fan de la franchise de jeux vidéo, peut-être que le jeu va résonner un peu plus en vous, les images, les visuels, des choses comme ça. Mais moi, j'ai trouvé ça d'un ennui vraiment, vraiment triste. Et c'est un jeu que j'avais acheté à Gen Con. Donc, celui-là, j'ai trouvé que ça avait l'air intéressant. Un draft qui se joue rapidement. OK, ça a l'air pas pire. Je connais pas la franchise. Ça a l'air bien. J'ai quand même l'idée d'un jeu de civilisation en draft rapide. Mais pourquoi pas? Et j'ai joué, je pense, 3-4 parties. Et il n'y avait pas grand-chose dans ce jeu-là, malheureusement. Parlant de jeu qui n'avait pas grand-chose pour lui, le prochain que je vous parle, c'est Overboss Duel, qui a été ma déception de 2023. J'ai trouvé ça plate. Donc, Overboss est un jeu que j'avais quand même bien apprécié. Une espèce de concept à la Cascadia, avec un look vraiment cool. Le look rétro, 16 bits, ça résonne vraiment bien en moi. J'avais quand même aimé Boss Monster. Et là, quand ils sont arrivés avec Overboss, je trouvais ça bien. Overboss Duel reprend le même concept. D'ailleurs, on peut mélanger des tuiles, des choses comme ça. Sauf que là, on a droit à un jeu un contre un. Ce que j'ai pas aimé dans ce jeu-là, c'est que tu passes ton temps à essayer de te construire une planification sur ton plateau et l'autre joueur, en un seul mouvement, un seul coup, va détruire tout ton plan. Et c'est pas juste mettre un petit bâton dans les roues de bicycle. Non, 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 c'est de scraper complètement les plans de l'autre joueur. J'ai pas eu de plaisir à y jouer, malheureusement. Peut-être que vous l'avez essayé, vous l'avez aimé, mais moi, ça a été un gros nope et je suis passé au suivant. Alors, je continue avec une liste de jeux, et cette liste-là de jeux, je vais y aller rapidement, donc vous ne verrez pas défiler des images ou même des petits graphiques. C'est parce que ce sont des jeux que je n'ai pas encore joués. Et oui, 1 an dans ma collection et je ne les ai pas joués. C'est probablement un signe, mais ils sont encore là. Ça veut dire que j'ai comme un goût quand même d'y jouer. Je pense que des fois, on manque un peu de temps, on manque la bonne occasion de les sortir. Et d'ailleurs, je vais faire justement mon tour là-dessus parce que sans y avoir joué, je peux quand même vous donner l'idée du pitch de vente et ce qui m'avait intéressé et la raison pour laquelle je le conserve quand même. Alors, je commence avec Siliconvania, qui est un jeu de draft et d'enchères, je crois. Et c'est le thème qui me plaisait beaucoup. Un petit thème cartoon de vampires et de magnats de la technologie, donc Siliconvania. Donc c'est vraiment, je trouvais que le jeu de mots était très sympathique. J'aimais vraiment le look, j'ai juste pas eu l'occasion de le jouer. Ensuite, Lacrimosa. Lacrimosa est un jeu midweight euro, donc un euro de poids moyen qui reprend la symphonie de Beethoven. C'est un jeu qui semble très intéressant. Le thème me plaît beaucoup, l'idée du thème, et c'est juste que l'année passée, je suis passé à travers une phase que j'étais un peu tanné des jeux euro de poids moyen. Et là, quand je parle de ça, c'est que j'ai beaucoup de jeux euro de ce type-là, et tant qu'à jouer à ces jeux-là, je vais jouer à mes favoris, parce que c'est pas les jeux vers lesquels ils vont sortir souvent. Donc, Lacrimosa passe proche de sortir souvent, mais là, j'ai regardé un petit pitch de vente, puis ça a l'air très, très intéressant. J'aime beaucoup le look, j'aime beaucoup le thème très original. Pour moi, ça parle vraiment en moi. Je continue avec un jeu qui s'appelle Lunar Roche. Celui-là, j'avais vraiment hâte de l'essayer. Ça n'a juste pas donné. C'est arrivé une couple de fois que j'ai passé proche de le sortir. C'est un jeu où on va tenter de devoir envoyer des ressources donc de la Terre à la Lune. Et là, on va avoir des
des navettes qui vont se promener et les navettes vont avancer. Donc, on peut aller prendre peu de choses, mais avoir une navette rapide ou prendre beaucoup de choses, mais avoir une navette qui va être beaucoup plus lente. Et là, on va devoir cycler. Jamais l'idée de la gestion d'économie entre la Lune puis la Terre. J'ai juste pas eu l'occasion de le sortir, mais il est dans ma liste à sortir très prochainement. Je continue avec deux autres petits jeux. Cette fois-ci, c'est Goblin Volts en premier. Goblin Volts, ça avait l'air d'un petit jeu style dans l'univers de Ulos maintenant, parce que il porte maintenant le nom de l'univers de Ulos, le monde de Role Player. Alors, il y a eu Role Player, il y a eu Cartographeur, Dawn of Ulos, il y a eu Lock-Up, il y a eu beaucoup de jeux dans cet univers-là, un univers fantaisiste un peu générique quand même. Et Goblin Vote, ça avait l'air très sympathique. Donc, c'est pas... ça avait l'air d'un petit jeu d'enfoiré avec les autres joueurs. J'ai pas eu l'occasion de le jouer, mais là, il y a une campagne Kickstarter qui est sortie pour le jeu Emerald Vault, un petit push your luck. Et on va pouvoir mettre Goblin Volts avec Emerald. Donc, ils vont être dans la même boîte. J'avoue que je suis très curieux et j'ai très hâte de voir ça. Je continue avec Land vs. Sea, qui est un jeu de pose de tuiles qui avait de l'air bien. J'ai lu les règles. J'ai passé proche de jouer quelques fois, mais c'est pas un jeu qui se démarque assez. Je sais pas si je vais le conserver dans ma collection. Je pense que ça avait l'air bien. Un petit jeu de placement de tuiles avec beaucoup d'options de scoring. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut commencer avec un scoring très simple et on peut rajouter des différents éléments, différents modules qui vont venir changer le score. Et les tuiles, qui étaient très génériques à un certain moment donné, ont plusieurs éléments dessus sur lesquels ils vont compter. Donc, on va pouvoir compter des points de plusieurs façons. Un jeu que j'ai pas joué, mais que je suis très déçu de moi-même, c'est parce que je voulais trouver le bon moment. C'est Sagrada Artisan. Alors, Sagrada Artisan est un jeu Legacy dans lequel on va colorier à travers plusieurs parties. Donc, j'ai beaucoup apprécié Sagrada et ma femme aussi avait beaucoup aimé ce jeu-là. Donc, je m'étais dit, hey, Sagrada Artisan, je vais le jouer avec elle. Elle n'est pas une grande joueuse de jeux de société. Elle va se prêter une partie quand ça la donne. Mais là, je m'étais dit, hey, celui-là, je pense que je pourrais vraiment le jouer avec elle. Ça pourrait être bien. Et le bon moment n'est jamais vraiment arrivé. Je l'ai encore sous cello, une belle boîte. J'aimerais vraiment ça le découvrir, mais je voulais comme attendre, puis je voulais pas le partir avec quelqu'un d'autre. Je me disais, un moment donné, ça va être le bon moment. Je vais le partir avec elle, puis ça va nous faire un jeu Legacy, un premier jeu Legacy qu'on pourrait jouer ensemble. Alors, malheureusement, je ne peux pas raconter qu'est-ce qui se trouve dans ce jeu-là parce que j'ai entendu des gens qui ont joué, qui ont bien apprécié. Contrairement au concept de Sagrada habituel où on plaçait des dés, là, on va colorier des cases. Donc, le jeu vient avec des beaux crayons à colorier. Je suis très curieux de voir qu'est-ce que ce jeu-là offre. Et après un an, c'est probablement un signe que je le ferai peut-être pas avec ma femme. Donc, c'est peut-être l'occasion de prendre un bon ami et de le faire avec lui. Je continue avec un jeu qui s'appelle Prince de Florence. Alors, les Princes de Florence est un jeu qui commence à dater un peu. C'est un vieux jeu qui a été remis au goût du jour par la compagnie WizKids. Je trouvais ça intéressant parce que je n'avais jamais joué à l'original. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, des vieux de la vieille, qui prônaient vraiment ce jeu-là en disant « Ah non, mais c'est vraiment excellent, les Princes de Florence, c'est un classique indémodable. » Et j'ai été curieux, mais j'ai pas eu l'occasion de le jouer encore, malheureusement. Je continue avec un autre petit jeu, cette fois-ci, que je n'ai pas joué. C'est le jeu Everything Ever. Alors, Everything Ever est un petit jeu de party qui gagnerait, je crois, à avoir une version francophone pour pouvoir le sortir plus facilement. Parce que dans le jeu, l'idée du jeu était bonne, parce que bon, j'ai joué une demi-partie sur le coin d'une table à Gen Con, et j'avais trouvé ça sympathique, c'est qu'on doit nommer différentes choses. Donc, il y a des catégories, et les joueurs doivent nommer à tour de rôle, donc une marque de savon. Bon, OK, Dove, Ivory, ça. Et lorsque tu sais plus quoi dire, tu peux changer la catégorie. Là, il y a une espèce de système de points, de cartes qu'on va avoir. Donc, tu peux changer un peu ça. Nommer des personnages de Disney, nommer des vilains d'Harry Potter, Il y a plein de catégories de même. Donc, des catégories vraiment loufoques. L'idée était super bonne, mais chaque fois que ça arrive à le sortir, et les gens avec qui je vais le sortir, souvent quand j'ai un plus gros groupe, une option de plus de sortir un jeu de party, l'aspect que c'est un jeu en anglais, malheureusement, vient freiner un peu les possibilités. Donc, c'est pas tout le monde qui est aussi à l'aise les uns que les autres en anglais. Et ça fait en sorte que je pense que ce jeu-là, je pense que ça pognerait quand même bien s'il y aurait une version francophone. Donc, ça fait le tour des jeux de la longue liste, et c'est rare que j'ai une longue liste comme ça. Comme je dis, j'en avais acquis beaucoup, et des fois, le temps manque, et là, après ça, bon, j'en achète d'autres, j'en reçois d'autres, j'en back d'autres, parce que, tu sais, les jeux viennent souvent de plusieurs affaires, et j'essaie de jouer au plus de jeux possible. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Alors, je vais continuer maintenant avec les jeux qui font encore partie de ma collection et auxquels j'ai joué, parce que non, ce n'est pas terminé. Je vous avais promis que ce serait une bonne vidéo très costaude, et je continue. Donc, je commence immédiatement avec SkyTeam. SkyTeam n'a plus besoin de présentation.
gagnant du très prestigieux Spiel, le prix allemand. C'est un jeu à 2 joueurs, coopératif, dans lequel on va devoir travailler ensemble pour faire atterrir un avion. L'idée du jeu est vraiment, vraiment bien pensée, mais ce qui rend le jeu vraiment génial, c'est pas le jeu de base. Le jeu de base est correct, c'est le nombre de modules, de possibilités, de scénarios, de choses qu'on peut rajouter à ce jeu-là qui fait en sorte que dans une toute petite boîte, il y a énormément de gameplay. Donc, c'est pas pour rien que le jeu a été nommé et qu'il a gagné le prix. C'est parce que c'est un jeu qui vaut son pesant d'or. Donc, pour une toute petite boîte, ils ont vraiment rempli ça de plein de choses. Je n'ai même pas encore essayé tous les modules. J'ai joué probablement une vingtaine de parties faciles. Et c'est vraiment un jeu que j'apprécie énormément, un des meilleurs jeux à 2 joueurs que j'ai pu jouer. Je continue avec un jeu que j'ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans une autre vidéo, parce qu'il y a beaucoup de jeux que j'ai parlé dans mes dernières vidéos aussi. Hein. Donc, c'est Dixit Disney. Alors, Dixit est un jeu qui se passe de présentation parce qu'il y a eu énormément de versions à travers les années. Pour ma part, je n'avais jamais joué à Dixit avant de découvrir la version Disney. Donc, j'avais déjà entendu parler du concept du jeu, j'étais familier un peu avec ça, mais j'avais jamais eu l'occasion d'y jouer. Alors, Dixit est un jeu dans lequel on va devoir tenter de faire découvrir avec des mots-clés différentes illustrations. Donc, on va avoir des illustrations et tous les joueurs vont partager une illustration. Et là, on va devoir essayer de trouver, quelle est la bonne carte, image, et la version Disney a un univers tellement magique, tellement fantastique. C'est des illustrations vibrantes, c'est plein de magie, c'est vraiment, vraiment magnifique. Et on peut le mélanger avec les jeux, les autres Dixit. Donc, un jeu familial vraiment, vraiment génial. Je continue en restant dans l'univers de Disney avec Disney Lorcana. Et oui, c'est l'année passée que commencé Lorcana. Et là, bon, on en a parlé sur la chaîne. Il y a eu la fameuse vidéo de JP, n'achetez pas Lorcana, parce que les prix étaient trop élevés à ce moment-là. Il y avait une espèce de guerre de spéculation qui se faisait de prix de fou. Le marché s'est stabilisé. Donc moi, j'avais joué un peu à Lorcana au départ et j'avais trouvé ça bien, mais il y avait un autre jeu qui m'attirait beaucoup plus, c'était Star Wars Unlimited qui est sorti un peu de temps après, donc je pense quelques mois après Star Wars Unlimited. J'ai trouvé que Lorcana était bien, mais était assez limité comme jeu. Je viens d'un background de Magic, donc certain que j'ai trouvé que Lorcana était simpliste un peu, et bien entendu, comme tout jeu qui commence, une seule série, c'est pas assez pour pouvoir faire une idée. Il reste que le jeu avait des idées intéressantes, et avait surtout du matériel qui pouvait en faire, et en faire, et en faire, parce que c'est magnifique, c'est l'univers de Disney, les personnages que beaucoup de gens connaissent. Donc j'ai joué un peu à Lorcana au départ, ensuite j'ai mis ça d'un peu de côté, et il y a quelques mois, je crois, j'ai recommencé à jouer un petit peu avec ma fille, donc pas beaucoup, je me suis acheté quelques paquets. J'ai également acquis la version de Ursula, qui rajoute un mode coopératif que je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, mais j'avoue que je suis très curieux de ça. C'est une excellente idée que j'espère que Star Wars Unlimited va prendre, mais l'idée d'avoir un mode coopératif vient vraiment bonifier le jeu, et Lorcana n'est peut-être pas le meilleur jeu de ce type-là, mais je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes, et il reste que avec Disney, on ne se trompe pas, c'est vraiment magnifique, et ils ont des possibilités de personnages qui peuvent faire comme ils veulent. Je continue avec un gros jeu, celui-là, que j'avais backé sur Kickstarter, qui s'appelle Unsettled. Alors, Unsettled est un jeu de la compagnie Orange Nebula. Orange Nebula est reconnu pour avoir fait très peu de jeux, mais des jeux de qualité vraiment exceptionnelle. Ce sont eux qui avaient précédemment fait le jeu Vindication, un jeu que j'adore. Et là, ils ont répété avec ça, avec un jeu très ambitieux, justement du nom de Unsettled. Alors dans Unsettled, c'est un jeu coopératif où les joueurs vont devoir travailler ensemble pour pouvoir réussir à compléter certaines missions. Ce qui rend le jeu qui fait en sorte qu'il se démarque énormément, c'est que la boîte du jeu, la boîte qui est quand même pas trop grosse, hein, pour une fois, ça fait du bien, et dans la boîte, on va avoir différentes planètes. Et là, il y a 2 planètes qu'on peut installer confortablement dans la boîte, mais sinon, il y a plein d'autres planètes différentes qu'on peut avoir. Donc, avec le socio-financement, j'en ai énormément, je pense que j'en ai une douzaine de planètes différentes. Et le jeu prend le concept un peu de la console. Donc, le jeu de base, c'est la console, et chacune des planètes, chacune des petites boîtes de planètes, c'est comme une cassette qu'on va pouvoir rentrer. Donc, les règles de base restent les mêmes, mais chaque planète a sa twist, a ses cartes, a ses éléments, a ses choses comme ça. Ça fait en sorte que chaque partie va être différente et chaque planète va avoir plusieurs scénarios différents. Donc, c'est pas parce qu'on a vu qu'est-ce que la planète faisait sur un scénario qu'on ne voudra pas leur jouer. Il y a d'autres scénarios possibles, et l'agencement des cartes, des bonus, des pouvoirs, fait en sorte que c'est un jeu d'exploration. Et le jeu mise vraiment sur le fait que
Non, c'est pas un jeu de combat proprement dit. On va pas se battre. Il faut comprendre notre environnement, gérer notre environnement. Donc, dans une des premières planètes, on découvre bon, une vie des champignons, des choses comme ça. Et il faut faire une symbiose avec ces champignons-là. Du fait qu'avec si on possède certains éléments ou certaines propriétés, eh bien, on va pouvoir interagir avec les éléments du plateau. C'est un jeu vraiment, vraiment génial. J'ai joué beaucoup de planètes. J'ai en fait beaucoup de parties, mais souvent avec les mêmes planètes parce que j'avais des nouveaux joueurs. Mais là, je commence à essayer de me diversifier un peu et d'essayer d'autres planètes comme ça. C'est vraiment un jeu super. Orange Nebula a du matériel vraiment, vraiment génial. Donc, très peu de jeux pour cette compagnie-là, mais ils sont toujours un gage de qualité. D'ailleurs, leur prochain jeu, je l'ai backé sans rien penser. Je me suis dit, ah, c'est Orange Nebula, c'est certain. Parfait, je le back. Donc, Spiritfarer devrait arriver au courant de l'année prochaine. Un jeu qui nous propose encore un jeu qu'on peut jouer en solo ou en coopératif et qui a de l'air vraiment, vraiment magnifique. Ceci dit, je me suis même pas renseigné trop sur le jeu. Orange Nebula m'a jamais déçu encore, donc ça risque d'être la même chose. Ceci dit, Unsettled, un jeu qui est arrivé également en français au courant de l'année, donc si jamais ça peut vous intéresser, je vais t'acheter un coup d'œil. Je continue avec un petit jeu cette fois-ci qui s'appelle Trick Draw. Vous savez, ces petits jeux-là, des fois, comme là, celui-là, j'étais à Gen Con, et celui-là, c'est un éditeur qui me l'avait offert. Donc, il regardé ça, un petit jeu de cartes, des cowboys magiques. C'est bien drôle, ça. Oh, OK, est-ce que tu es intéressé à l'essayer? Bon, oui, pourquoi pas? Donc, un moment donné, j'étais en convention, et j'ai un petit jeu de cartes. Ça n'a pas l'air grand-chose, mais c'est pas grave. Et j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Donc, c'est pas un grand jeu, c'est pas un jeu qui va faire « Wow, c'est le jeu qu'il faut que tu ailles chercher, c'est absolument ça. » Non, mais c'est un jeu de flippage de cartes. Donc, on va jouer des cartes et certaines cartes vont avoir des pouvoirs. Donc, on va pouvoir activer à chacun des tours. On va pouvoir flipper les cartes. Donc, flipper les miennes, les nôtres, ceux-là de l'autre joueur. Ça va réactiver des effets, des choses comme ça. Et j'ai vraiment eu beaucoup plus de plaisir que ce que je me serais attendu avec ce jeu-là. Comme je répète, c'est pas un grand chef-d'œuvre ludique, mais c'est le genre de petit jeu qui sort facilement, qui joue, je pense, de 2 à 6 joueurs. Et dans lequel, bon, ça change vite, ça se joue vite, et il y a beaucoup d'interactions directes avec les autres joueurs, mais c'est correct, genre un petit jeu comme ça peut être le fun, un petit jeu d'enfoiré de temps en temps, surtout que le jeu prend quelque chose comme une demi-heure à jouer, donc dans ce moment-là, c'est pas comme quelqu'un qui vient de mettre le bordel dans une partie vraiment, vraiment trop longue, et contrairement à d'autres jeux comme Overboss, que j'ai mentionné plus tôt, là au moins on sent que c'est un peu plus fair, puis c'est un peu plus agréable. Je continue avec un jeu que, lui, j'étais vraiment content d'y jouer, c'est Age of Galaxy. Alors, Age of Galaxy est un jeu dans la compagnie, c'est Ice Make. Oui, Ice Make. Alors, il avait fait avant Age of Civilization, qui est une petite boîte. Et là, habituellement, on s'attend Age of Galaxy, Age of Civilization. On s'attend à des gros jeux. Non, mais c'est des jeux dans des petites boîtes, mais qui packent un punch. Un peu dans le concept des Tiny Epic. C'est un jeu dans une petite boîte, mais qu'on a beaucoup d'éléments qu'on va placer. Age of Civilization, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et Age of Galaxy, je l'ai vraiment trouvé super. Je l'ai joué principalement en solitaire, mais il y a énormément de rejouabilité, beaucoup de pouvoirs différents, de différentes factions, des races extraterrestres dans lesquelles on va pouvoir interagir. Donc, on a vraiment un bon challenge, du beau matériel et c'est jamais dans cette petite boîte-là. Le prochain jeu que je vais vous parler s'appelle Beacon Patrol. Alors, Beacon Patrol est un jeu de la compagnie Pandasaurus qui est un jeu coopératif de pose de tuiles où on va devoir tenter d'explorer les mers. Alors, dans le jeu, on va avoir des petits bateaux et on va poser des tuiles et on va devoir déplacer nos bateaux pour pouvoir explorer. Le but va être bien entendu de réussir à placer des tuiles pour pouvoir bien agencer tout le territoire. Et là, il va y avoir des bouées. Donc, les bouées, on va tenter de devoir les entourer pour pouvoir faire des points. Donc, essayer de réussir à compléter le paysage. Et lorsqu'on va faire ça, on va déplacer notre bateau. Donc, le positionnement du bateau va être très important pour où on va pouvoir placer les tuiles. Donc, j'ai trouvé que c'est un petit jeu coopératif très sympathique. J'ai joué plusieurs parties. C'est bien. C'est pas un grand jeu, mais c'est un petit jeu facile à mettre en place et facile à jouer aussi en famille. J'ai eu du plaisir. J'ai joué avec ma fille, d'ailleurs, plusieurs parties. J'ai également joué avec de ses amis aussi et il avait bien apprécié. Donc, un petit jeu sans trop prétention, avec un look très, très unique. Moi, j'aime bien. Je sais qu'il y a du monde qui m'ont dit « Ah, c'est pas super beau. » Je pense que ça a un look très, très spécifique. Je pense qu'il y a des gens qui vont aimer ou des gens qui vont détester. Ceci dit, ça reste un bon petit jeu. Je continue cette longue liste qui devrait arriver à une fin éventuellement. Je pense que je commence à manquer de place sur mes pages. Alors, je continue avec un duo de petits jeux qui s'appelle Sports Dice. Alors, j'ai la version hockey et la version football. Alors, c'est des petits jeux à 2 joueurs de brassage de dés. C'est des petits jeux qui se jouent très rapidement. C'est pas des grands jeux. C'est vraiment un petit jeu facile à sortir.
Ça fait bien quelques parties, pas exceptionnelles. Je pense que j'ai préféré la version football au hockey, mais des jeux de sport, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est un créneau qui est vraiment... Il en manque beaucoup. J'avais fait à un moment donné un top de jeux de sport et j'ai vu énormément de misère à trouver des bons jeux de sport. Donc ici, on a droit à un petit jeu de push your luck avec des dés. Ça se sort bien, ça se joue facilement, sans trop de prétention. Ceci dit, la boîte est tout petite. C'est bien parce que c'est une petite boîte, mais de deux, le petit plateau, je trouve ça un peu limité quand on joue avec le jeu de hockey où on va voir la puck qui va se promener d'un bord puis de l'autre. C'est un petit peu petit, mais je pense que c'était le but du jeu. D'ailleurs, quand il était en convention, il y avait comme une plus grosse version. Puis je pense que j'aurais peut-être préféré avoir une version plus grosse. Mais ça reste des petits jeux qui sortent quand même assez facilement. Je continue avec Bear Raid. Alors, Bear Raid est un jeu de marché boursier où on va devoir tenter de faire cracher des actions de compagnie, faire prospérer, acheter bas, vendre haut. C'est un jeu que j'avais beaucoup d'attentes et je l'ai même acheté à Gen Con, celui-là. J'avais acheté aussi les tokens premium. Je voulais vraiment aimer. J'ai joué quelques parties et à chaque fois... que je trouve ça chaotique, c'est difficile. On a une espèce de gestion de dés. Et après une ou deux parties avec le même monde, OK, là, on commence à comprendre un peu, mais c'est difficile la prise en main parce qu'on a une espèce de gestion qui va se faire pour pouvoir manipuler le marché et ce ne sera pas nécessairement facile. C'est un jeu qui est comme entre deux pour moi parce que j'aime tellement ce concept-là d'acheter des actions et de les vendre, faire prospérer, les valeurs de compagnie qui changent, qui fluctuent, les fluctuations de marché, c'est des jeux économiques que j'aime beaucoup. Pour Bear Raid, je voudrais vraiment l'aimer, mais à chaque fois, je pense que j'ai joué 2 ou 3 fois. À chaque fois, il manque un petit quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Des fois, c'est un peu trop chaotique. Ça ne va pas nécessairement comme qu'on veut. Je vais quand même le réessayer avant de m'en départir. Je continue avec un jeu qui s'appelle Tracking Through History, que j'ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, Tracking Through History est un jeu que j'ai trouvé vraiment génial. Donc, vraiment, il y a du beau matériel. C'est vraiment super. Donc, on va devoir faire des escapades temporelles. Alors, on va avoir des cartes avec des dates dessus. Et là, lorsqu'on va commencer une escapade, ça va être un jeu de collection de cartes. Donc, on va collectionner des ensembles, des choses comme ça. Quand on va prendre les cartes, elles vont nous donner des tokens bonus. Et là, les tokens bonus, on va les mettre. On a chacun une piste, un peu une espèce de carte de bingo, si on veut. Et lorsqu'on va prendre un jeton d'une couleur, on va le placer dans la première espace libre de cette couleur-là. Et là, lorsqu'on va faire certains agencements, donc si on a les 3 lignes comme ça, on va faire des points, si on réussit à se rendre là, si on remplit celui-là, on fait des choses. Et on va avoir beaucoup de petits éléments comme ça, une espèce de petit côté à la bingo. Et on va également avoir l'aspect des escapades temporelles. On va devoir tenter de faire des escapades en prenant des cartes, mais qui vont toujours aller de manière chronologique. Donc, si jamais on a commencé avec quelque chose qui était en moins 300, ensuite de ça, bon, il va en l'an 500, en l'an 800, en l'an 1200. Et là, si la carte que je veux vraiment est l'an 300, mais là, je peux la prendre quand même, je vais briser mon escapade temporelle, je vais la mettre de côté et à la fin de la partie, on va comptabiliser des points pour les plus longues escapades temporelles qui ont été faites. Donc c'est un jeu qui sort très bien et qui utilise un concept que j'adore, le temps, la gestion du temps se fait un peu comme dans le jeu Patchwork où le dernier joueur, donc le joueur, on a une espèce d'horloge et le joueur qui est le plus reculé, ça va être à lui de jouer. Donc s'il prend une carte qui le fait avancer juste de 1, ça se pourrait qu'il puisse rejouer son tour ou un joueur qui va prendre une carte très bénéfique, pour lui, il va avancer de 4, donc ça va prendre plus de temps avant qu'il joue. Donc un espèce de temps qui est qui fit avec le thème de Tracking Through History. Donc, le petit côté escapade temporelle, gestion du temps que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je sais qu'il y a eu Tracking Through the World, il y a eu il y a eu des jeux comme ça, mais Tracking Through History, vraiment super bon. Je continue avec un jeu qui s'appelle Cartographeur, cette fois-ci la version Heroes. Alors, je vous ai parlé tantôt de l'univers de Ulos. Et là, on a droit dans Cartographeur, c'est un jeu de roll and write. La version Heroes rajoute des petits éléments, mais essentiellement, c'est à peu près le même jeu. C'est un jeu dans lequel on va devoir dessiner une carte avec différents éléments de terrain. On va essayer de placer, il va y avoir différents objectifs qu'on va devoir réaliser de positionnement. Donc, il y aura un petit roll and write qui sort très bien. J'ai bien aimé la version Heroes. Ça se mélange aussi avec d'autres choses. Ça a rajouté des petits éléments, ça a rajouté des héros. Il y a des monstres aussi qu'on va devoir gérer. Donc, un petit côté fantaisiste. Ça marche très bien. Je continue avec Neotopia. Alors, Neotopia est un petit jeu genre de puzzle, donc de positionnement. On va placer des jetons dans différents secteurs. Et là, on va devoir faire certains agencements de tuiles. Lorsque je l'ai reçu, j'ai joué plusieurs parties. Et après ça, il est resté là. Il faudrait que je rejoue, je pense. J'aimais vraiment l'idée, mais c'est un jeu de puzzle un peu générique. Quand je parle de puzzle, c'est du positionnement spatial. Donc, on va avoir des tuiles qu'on va devoir placer à différents endroits pour marquer des points. C'est un type de jeu qui me plaît énormément. Et il y en a beaucoup, par exemple. C'est un marché qui est très crowded, qui est très occupé. Il y a énormément de jeux qui font un peu ce que celui-là fait. Et ils le font mieux, ils le font moins bien. Mais il y en a beaucoup des jeux comme ça. Mais à chaque fois, je les aime. Et c'est le genre de type de jeu que je vais jouer plusieurs parties, mais qu'à un moment donné, je décide de passer à autre chose. Peut-être que c'est rendu ce moment-là pour Neotopia.
Je vais continuer avec un autre jeu de l'univers de Ulos. Encore une fois, cette fois-ci, c'était Dawn of Ulos. Alors, je vous ai parlé tantôt d'un jeu qui reprenait essentiellement Acquire. Acquire, qui est un classique des années 60 que j'ai découvert l'année passée, il y a 2 ans, et qui est vraiment, vraiment génial. Donc, Dawn of Ulos se met pas la tête dans le sable, ça ressemble énormément à Acquire, mais ils ont rajouté une petite couche fantaisiste, une petite couche que là, au lieu d'avoir des chaînes d'hôtels, c'est des majorités avec des types de personnages, donc des peuples qu'on va avoir. On va devoir faire tenter de prospérer nos peuples, on va placer des tuiles sur le plateau, on va tenter de voir agencer, et c'est Fantasy Acquire avec une petite twist intéressante. J'ai beaucoup aimé Dawn of Ulos. C'est un jeu qui gagne à être joué avec beaucoup de joueurs. Donc, certains qu'à 2 ou 3 joueurs, c'est peut-être pas le nombre de joueurs idéal, mais j'ai vraiment, vraiment aimé ce jeu-là. Mais oui, c'est vraiment, vraiment un Fantasy Acquire. Et c'est pas une mauvaise chose. J'ai quand même Acquire puis Dawn of Ulos, puis je suis content d'avoir les deux. Je pense que je vais à la prochaine convention, je vais m'organiser pour y jouer. Peut-être à 5, je pense que c'est 5 ou 6 joueurs. C'est certain que j'aimerais ça avoir beaucoup de joueurs pour pouvoir y jouer, mais j'ai vraiment apprécié mon expérience. Et je termine enfin le dernier jeu de la liste. Il y en avait beaucoup. C'est le jeu Caesar Seize Rome in 20 Minutes. Alors, c'est un petit jeu dans une petite boîte qui vient d'une compagnie qui nous a déjà produit d'autres jeux de ce type-là. Il y a eu Blitzkrieg, qui était un jeu de backbuilder vraiment, vraiment génial à 2 joueurs que j'avais vraiment aimé, une espèce de souk à la corde qu'on faisait, donc avec un thème de guerre. Là, on a droit à un thème de contrôle de territoire, de majorité de territoire à 2 joueurs qui se jouent en 20 minutes. Donc, on va avoir des jetons qu'on va placer sur différentes frontières et ça va être des forces militaires. Et lorsqu'on va avoir réussi à entourer la frontière, donc avec toutes les frontières vont avoir une unité militaire, à ce moment-là, on va regarder c'est qui a la plus grosse valeur et il va prendre le contrôle. Il y a des tuiles qu'on va pouvoir utiliser. Un petit jeu en 20 minutes qui marche drôlement bien. J'aime énormément les jeux de cette série-là. Il y a eu également Dogfight qui était sorti, un jeu d'avion où on tournait en rond, on essayait de réussir à outsmarter l'adversaire, donc à être plus futé que l'adversaire pour essayer de réussir à gagner. Là, dans Caesar, c'est vraiment bon, ça marche bien, ça sort super bien, il y a des petits modules supplémentaires. J'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu-là. Un petit jeu en 20 minutes de contrôle de territoire, de majorité, qui se joue à 2 joueurs, qui est habituellement pas le meilleur compte de joueurs pour ce genre de ces jeux-là. Donc, j'ai vraiment aimé mon expérience. Donc, ça fait le tour de cette longue liste de jeux acquis au mois d'août de l'année dernière. Donc, je l'avais échappé un peu, je dirais. Il y avait beaucoup de sorties, beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses qui m'intéressaient. Je me suis laissé prendre au jeu un peu. Et là, je remarque en faisant cette vidéo-là que oui, il y a beaucoup de jeux que je n'ai pas joués. Ça, c'est un peu triste pareil parce que je pense que tous les jeux méritent au moins de leur donner un peu plus d'attention. Mais le problème des fois, c'est que il y en a beaucoup qui sortent et là, ça a l'air intéressant, ça a l'air intéressant, ça a l'air intéressant, parce que c'est tous des jeux sur lesquels que j'ai eu un intérêt quelconque. Donc, c'est des jeux qui m'ont intéressé. C'est pas nécessairement des jeux que, ben là, j'ai juste reçu ces jeux-là, bon, ok, c'est correct. Non, c'est des jeux qui se voulaient intéressants, que j'étais très curieux d'essayer et que pour une raison ou une autre, j'ai pas eu l'occasion de faire. D'ailleurs, en faisant ces types de vidéos-là, j'apprécie énormément. Ça me permet moi-même de passer en revue ces différents jeux-là et de me rendre compte pourquoi je ne les ai pas joués. Est-ce que je devrais les conserver dans ma collection ou est-ce que je devrais simplement les rejouer? Il y a plusieurs titres que je vous ai parlé, que je me suis donné le goût d'y rejouer juste en vous en parlant. Donc, je veux savoir maintenant, vous, est-ce que vous avez essayé un des 30 jeux que j'ai parlé aujourd'hui? Il y en avait énormément. Je veux savoir quel est votre avis. Je trouve ça toujours vraiment le fun de connaître votre opinion, de savoir si vous avez joué à des jeux dans cette liste-là. Y a-t-il des jeux dans la liste que j'ai pas joué, que vous avez aimé, que je devrais vraiment jouer? Écrivez-moi-le dans les commentaires. Je trouve ça vraiment toujours génial de pouvoir vous lire et peut-être que vous allez me donner le goût de sortir un jeu en priorité par rapport aux autres. J'ai vraiment hâte de le savoir. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!